Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble pendant 1 heure, voici le sommaire de l'émission. Dans une demi-heure, notre grand entretien, nous recevons ce soir Didier Fusillé, président du Parc de la Villette, ancien conseiller culturel de Martine Aubry. Ce sera l'occasion de revenir avec lui sur l'état du monde de la culture après la tempête Covid. Les intermittents sont un tout petit peu soulagés. Olivier Dussopt a confirmé aux sénateurs ce week-end que le décret entérinant l'année blanche avait été signé. Pour autant, les chantiers sont énormes dans les mois qui viennent. L'État en fait-il assez pour la culture dans cette crise historique? Quelle marge de manœuvre pour Roselyne Bachelot? #ALPL si vous souhaitez réagir sur Twitter. Avant cela, notre grand débat. Nous revenons sur cette proposition de loi qui arrive demain au Sénat. L'idée est d'instaurer des mesures de sûreté pour ceux qui sortent de prison après des faits de terrorisme islamiste. Concrètement, ce qui pourrait se passer, c'est qu'un ancien détenu jugé encore dangereux pourrait porter le bracelet électronique après sa peine, et ce, pendant 10 ans. Éric Dupond-Moretti est plutôt pour, le nouveau garde des Sceaux l'a fait savoir dans le JDD hier, mais cela pose quelques questions. À gauche, on trouve notamment ces mesures plutôt dangereuses. Terrorisme, comment prévenir la récidive? On ouvre le débat avec nos invités juste après les détails du texte qui arrive donc dans l'hémicycle demain. C'est avec Fabien Recker. C'est une proposition de loi qui fait débat. Pour prévenir la récidive en matière terroriste, le texte, présenté par des députés marcheurs, instaure un suivi judiciaire au-delà de la peine. Désormais, les personnes condamnées pour terrorisme devront, une fois leur peine purgée, se soumettre à plusieurs mesures de sûreté. Un juge pourra par exemple prononcer des obligations de pointage au commissariat, des restrictions à la liberté de circuler ou encore l'obligation de suivre une formation ou un suivi psychologique. Pour cet avocat, le texte est liberticide car il renverserait les principes mêmes du droit pénal. Le droit pénal, c'est « je vous réprime pour ce que vous avez fait ». Le projet que supporte cette proposition de loi, c'est « je vous réprime par avance pour ce que vous êtes ou pour ce que vous êtes supposé être ». Finalement, c'est des projections, des anticipations de comportements qui vont fonder des mesures restrictives, voire privatives de liberté, et c'est ça qui est inquiétant. Au Sénat, où le texte sera examiné mardi, la commission des lois en a au contraire renforcé certains aspects sécuritaires, notamment le recours au bracelet électronique abandonné par les députés. Les sénateurs ont aussi porté de 1 à 2 années renouvelables la durée minimum des mesures de suivi. Ils demandent par ailleurs l'inscription systématique des personnes au fichier des personnes recherchées afin de faciliter leur surveillance. On les surveille énormément dans la prison. Ne pas les surveiller à la sortie serait, à mon avis, irresponsable. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont marqués d'une pierre ou d'une croix. Ça veut dire que sincèrement, nous sommes obligés, et c'est notre responsabilité, de s'assurer qu'ils ne récidivent pas et de protéger les Français de cette récidive. Donc ce n'est pas du tout liberticide, c'est donnons-nous les moyens qu'ils ne récidivent pas et soyons attentifs à ça, parce que les conséquences sont lourdes pour les Français. Les sénateurs disent vouloir garantir l'équilibre entre efficacité et respect des libertés, sous peine de voir le texte retoqué par le Conseil constitutionnel. Au 30 mars 2020, 534 personnes prévenues ou condamnées pour des actes de terrorisme étaient détenues dans les prisons françaises. Avec nous pour le grand débat d'ALPL ce soir, Jean-Pierre Mignard, bienvenue. Vous êtes avocat au barreau de Paris, cofondateur du think tank politique de la Terre. Jean-Philippe de Rosier, bienvenue. Vous êtes constitutionnaliste et professeur de droit public à l'Université de Lille. William Tay, bienvenue. Vous êtes président du think tank Le Millénaire. Enfin, Florent Badillo est également avec nous, mais à distance. Bonsoir. Vous êtes président du think tank L'Héthérie, co-auteur de Les Espions de l'Élysée, ancien conseiller de Jean-Jacques Urvoas. Merci à tous les 4 d'être avec nous ce soir. Jusqu'à 10 ans de bracelet électronique après la sortie de prison pour un condamné pour terrorisme. Certains disent que c'est comme les condamnés pour toujours, faire que jamais ils ne puissent se racheter. Qu'en pensez-vous, William Tay ? En fait, on met en place ce dispositif parce qu'on n'a pas réussi depuis 2015 à réinsérer les personnes coupables de terrorisme islamique dans la société. Globalement, ce qu'on voit régulièrement dans les différents faits divers, c'est qu'une personne qui est sortie pour ces faits-là récidive souvent, on voit souvent des attaques au couteau, etc., ou des faits qui sont plutôt similaires. Et comme on n'a pas réussi à mettre en place de dispositifs capables de les réinsérer dans la société, et qu'on n'a pas en plus de places de prison capables de les garder plus longtemps, on n'a pas allongé les peines, en fait on met en place ce dispositif, enfin le gouvernement a souhaité mettre en place ce dispositif afin de pouvoir surveiller ces personnes pour ne pas être accusé de laxisme et de ne pas pouvoir laisser les personnes sans surveillance. Ça pose deux questions. La première, c'est est-ce que on en est réduit à faire ça à long terme, parce que c'est en soi imaginer une nouvelle peine pour ces personnes-là. Et puis la deuxième question, c'est est-ce qu'on ne devrait pas mettre les choses ou imaginer un dispositif pour attaquer ces personnes-là en amont, notamment sur la lutte contre la déradicalisation.
On voit globalement que le processus mis en place par François Hollande et Manuel Valls à partir de 2015 a trouvé ses limites, ça a plus ou moins bien marché, et que globalement on est arrivé à un état où globalement, même si on a moins d'attaques islamiques, on n'a toujours pas réussi à résoudre en profondeur le problème. On voit notamment... Mais vous êtes plutôt pour ce bracelet électronique jusqu'à 10 ans? Moi je suis pour, après je pense que constitutionnellement ça ne passera pas. L'idée par contre c'est de le compléter, c'est le projet porté par Jean Castex sur la question du séparatisme, parce qu'en fait les deux questions soulevées, terrorisme islamique et séparatisme, notamment dans les territoires perdus de la République. Constitutionnel ou pas, c'est ce sur quoi vont travailler les sénateurs, et a priori ils vont faire en sorte que ce soit constitutionnel, Jean-Philippe de Rosier, parce qu'a priori ça ne le serait pas de toute façon. Ça pose un problème, il y a un problème très simple que je pense que tout le monde connaît autour de cette table, c'est le principe non bis in idem, c'est-à-dire pas deux fois pour la même cause. Et là, on se retrouve avec une personne, qualifions-le de délinquant, puisque a priori il a été condamné par la justice, il fait une peine de prison, c'est une condamnation pour une infraction qu'il a commise, la peine est d'une certaine durée, une fois qu'il arrive au bout de cette peine, il en a une deuxième, une nouvelle, pour une autre durée, peut-être même équivalente à celle qu'il a déjà eue. Et alors que cette deuxième peine n'est pas en lien avec l'infraction initiale. Elle n'est pas complètement déconnectée non plus, mais elle n'est pas assortie à cette infraction initiale, elle est assortie à une autre infraction qu'il pourrait commettre par la suite. Donc il y a d'une part 2 fois pour la même cause par rapport à la première infraction, et d'autre part certaines atteintes à la présomption d'innocence, parce qu'il a purgé sa peine, mais on lui en inflige une autre en prévention de ce qui pourrait advenir par la suite. Donc soit on considère qu'une peine d'emprisonnement de 10 ans pour certaines infractions est insuffisante et que dans ce cas-là, il faut l'allonger, soit ce n'est pas le cas, et effectivement il faut trouver des moyens, je ne dis pas qu'on a des solutions miracles, mais de réinsérer. Je ne crois pas que ce soit par un bracelet électronique ou d'autres mesures qui sont prévues par la proposition de loi que l'on va permettre cette réinsertion dans la société. Jean-Pierre Mignard, pas de bracelet électronique jusqu'à 10 ans après la peine? Oui, je crois d'ailleurs que ce n'est pas une mesure, c'est une mesure de police, en vérité, puisqu'il s'agit de suivre les déplacements d'une personne, et en effet, on ne s'attache pas sur ce point à sa réinsertion, sa réintégration dans la société. Tout ça sont des mots. La première question, c'est qui prononce cette décision? Est-ce que c'est un juge? Première chose, ça c'est majeur. Parce qu'on peut imaginer ensuite, dans des errements, des décisions administratives, pourquoi pas. Donc, est-ce qu'il faut un juge? Puis, je reprends ce que dit Philippe de Rosier, parce que est-ce qu'on situe ça dans une mesure qui est alors de police? Aujourd'hui, c'est comme ça que je la ressens. C'est-à-dire de surveillance de la personne, sans avoir d'autre intention que celle-là. Ça peut se comprendre d'ailleurs, dans un souci de police. Soit alors, il y a une volonté de mise à l'épreuve, ça existe la mise à l'épreuve d'ailleurs dans le droit pénal. C'est-à-dire qu'on peut effectivement ne plus être en détention, mais on est mis à l'épreuve pendant un certain temps. Alors là, c'est très longtemps. Mais alors dans ces conditions, il faut prévoir des moments où on revient devant le juge pour apprécier si la première mesure de 10 ans était utile, si au bout de 2 ans, si au bout de 3 ans, si au bout de 4 ans, etc. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prononcer une mesure de sûreté quasi perpétuelle ou décennale. On revient devant le juge, on réapprécie. Dans ces conditions, on satisfait à la fois la mesure de police et on satisfait aussi la volonté d'apprécier si l'individu s'est déradicalisé, parce qu'après tout, les gens ne sont pas voués non plus à rester jusqu'au bout de leur vie ce qu'ils ont été. Sinon, ça, le texte le prévoit, juste complément par rapport à la loi, le texte le prévoit. C'est-à-dire qu'au départ, on s'est prononcé pour 1 an, et après, on peut le prononcer plus longuement, jusqu'à un maximal de 10 ans. Mais donc, on voit à chaque fois, on réexamine. On réexamine, oui. Ça me semble, franchement, je vais vous dire ce que j'en pense, même si je suis plutôt sur le versant libéral, en général, dans ce genre de choses, c'est pas insupportable. Qu'une société veuille se défendre, je le comprends bien, à condition que ce soit toujours un juge et que ce soit toujours proportionné. Et puis, effectivement, que la personne puisse faire valoir, si elle le peut, et si elle le veut, des arguments en faveur de la réduction de cette mesure, voire peut-être, effectivement, son abandon avec un avocat qui puisse la défendre. Vous savez, en général, une mesure est mauvaise lorsqu'on n'est pas en mesure de revenir dessus, lorsqu'on n'est pas en mesure de revenir avec un débat contradictoire dessus et de la revisiter. Alors là, la mesure est mauvaise. Toute mesure qui s'amende n'est pas une mesure définitivement mauvaise. Je ne suis pas sûre que ce soit votre avis, Florent Badillot. Et je le disais, le Sénat est plutôt favorable à cette proposition de loi, mais il va la sécuriser sur le volet constitutionnel. Du coup, a priori, il faudra le consentement de l'individu. Qu'est-ce que ça vous inspire ? D'abord, je pense qu'il faut recontextualiser cette mesure. Elle est liée à une peur assez simple, c'est que les premières condamnations de retour de Syrie,
qui ont été prononcées en 2015, 2016, il va y avoir des premières sorties. Des sorties sèches, puisque la précédente majorité a supprimé tous les aménagements de peine et a extrêmement durci les conditions d'exécution des peines. Donc, entre 2021 et 2022, il va y avoir les premières sorties et le pouvoir exécutif actuel est inquiet de ce que ces personnes détenues qui auront purgé la peine, des peines d'ailleurs assez lourdes pour les crimes ou voire les délits qui ont été commis, se retrouvent dans la nature sans surveillance particulière. Moi, ce qui m'étonne, c'est que il y a un texte, qui est la loi de 2015 relative au renseignement, qui est précisément qui a été voté pour prendre en charge des surveillances administratives, qui font d'ailleurs l'objet d'un grand panel de mesures, y compris ce qu'on appelle la surveillance de liste. Et ce sont les articles L851 2 et 3 du Code de la sécurité intérieure qui permettent précisément de suivre un grand nombre d'individus qu'on estime être une menace. Donc, de deux choses l'une. Soit c'est une peur qui est infondée, et c'est grave parce qu'on joue avec le code pénal, notamment sur des mesures de sûreté qui sont extrêmement lourdes, qui avaient fait l'objet de débats très intenses en 2008 lorsqu'elles ont été adoptées, qui posent des problèmes constitutionnels et qui posent des problèmes plus largement sur la philosophie de la peine. Ça veut donc dire qu'une peine est inutile puisqu'on ne parvient pas à réinsérer un individu. Donc soit cette mesure est vaine, soit elle est nécessaire, et donc ça veut dire qu'il existe une faille dans le dispositif de surveillance administrative. Or, cette faille-là, le gouvernement a la possibilité de la combler, puisque je rappelle qu'il y a une clause de revoyure sur la loi renseignement de 2015 et qu'elle doit être examinée par le Parlement dans les prochaines semaines. Donc je m'étonne un tout petit peu, si vous voulez, qu'on s'amuse avec des mesures de sûreté qui sont extrêmement droitières et qui font plaisir à un certain électorat, et qu'on ne prenne pas en compte un vrai sujet qui est un sujet de renseignement. Sur cette question du bracelet électronique, je voudrais quand même qu'on écoute Nicole Belloubet qui, elle, au moment des débats à l'Assemblée, avait plutôt émis des réserves, souvenez-vous. Il me semble que ce bracelet ne constitue pas nécessairement une garantie supplémentaire. Je crois que l'ensemble des autres mesures forment des garanties qui me semblent extrêmement importantes. Je ne reviens pas sur celles qui ont été citées, mais il me semble qu'elles forment des garanties importantes, que le bracelet en lui-même ne constitue pas une garantie supplémentaire. Ce n'est pas parce que vous portez un bracelet que pour autant vous ne pourrez pas commettre tel ou tel acte à tel ou tel moment. William Tell a raison, ça pose la question de l'efficacité du bracelet électronique. Finalement. Oui, parce qu'en fait, globalement, c'est un peu ce que je disais lors de la première intervention, c'est qu'en fait, c'est plutôt un texte fait pour combler les failles du dispositif actuel. C'est globalement, on veut pas, on n'a pas envie globalement d'allonger les peines pour les terroristes. On se pose la question, mais globalement, je pense que si on faisait un rapport sur la réinsertion dans la société des personnes condamnées pour terrorisme islamique, on pense vraisemblablement qu'elles ne seraient pas très réinsérées dans la société aussi, mais on ne peut pas le dire parce que ce n'est pas très politiquement correct. Et puis le troisième point, c'est qu'on n'a aucun projet pour ces gens-là, en fait. Globalement, en fait, on est obligé de dire dans la forme qu'on souhaite les réinsérer, mais comme on ne peut pas le faire et qu'on ne souhaite pas allonger les peines, on se retrouve dans une forme d'entre-deux auquel on arrive à cette proposition de loi actuelle. Donc c'est un palliatif, hein, à une insuffisance. C'est mieux que rien, mais c'est un palliatif. On voit globalement que les mesures qui ont été proposées, une bonne partie d'entre elles qui ne sont pas constitutionnelles. Le Conseil d'État met des réserves sur 2 ou 3 mesures, déjà je pense de tête, notamment sur le bracelet électronique. Il y a aussi 2 mesures supplémentaires qui sont contestées. Donc on arrive à cette situation-là parce que globalement, ils essaient de répondre à 2 objectifs. Un, essayer de sécuriser les Français, et puis c'est la tentative d'Emmanuel Macron depuis les élections européennes de 2019, essayer de s'emparer de l'électorat de droite. Donc c'est plus une portée politique qu'une véritable portée de politique publique, parce que globalement, ça aura très peu d'effets, je pense, en fait, à long terme, et que globalement, le dispositif actuel permet en soi de limiter, mais que, comme l'a dit Nicole Belloubet, c'est fait pour rassurer les gens, mais ça ne permet pas d'empêcher les gens de passer à l'acte. Donc c'est plutôt politique, Jean-Philippe de Rosier, vous le sentez comme ça, vous aussi? C'est un peu le discours ambiant qu'on entend ce soir. Je crois qu'il y a quand même une convergence sur ce point-là, oui, bien sûr. C'est une loi qui ne vient pas à n'importe quel moment. On est dans la deuxième partie du quinquennat. On a un président de la République qui s'interroge, n'allons pas plus loin, sur les suites 2022 et après. Il voit bien que l'électorat sur lequel il peut espérer avoir un rebond, c'est pas l'électorat de gauche. Il fait une loi très droitière, comme l'a dit Florent Badillot. Parce que techniquement, vous ne croyez pas non plus à l'efficacité d'un bracelet électronique pendant plusieurs années pour un détenu jugé dangereux, un ancien détenu jugé dangereux?
Je ne suis pas sûr que ce soit véritablement mon rôle d'avoir une appréciation sur cela. Non, parce que moi, ce qui m'interpelle sur cette mesure, c'est sa connexion avec la peine. S'agit-il d'une peine ou s'agit-il d'une mesure de police ? D'accord. Et s'il s'agit d'une mesure de police, ce que je pense que c'est, pourquoi eux plutôt que d'autres ? Et si véritablement on va avoir un État hyper sécuritaire, plaçons tout le monde sur bracelet électronique, comme ça on saura très précisément où se trouve chaque individu, et dès qu'il commettra une infraction, ou dès qu'une infraction est commise quelque part, on saura qui... Voilà. Et vous voyez On très parle bien quand dans même, quel, attention, dans de quel personnes type qui présentent d'État- une particulière dangerosité. Bien sûr. Mais là, tout est question d'infraction, d'appréciation. Et si vous voulez, moi, ce qui me pose problème, c'est particulière dangerosité et susceptible de commettre une nouvelle fois cette infraction. Ça me fait penser, quand j'ai lu la proposition de loi, ça m'a fait penser au débat qu'il y avait eu sur la loi anti-casseurs, où on avait une suspicion d'interdire des personnes de participer à une manifestation parce qu'on pensait qu'ils allaient tout casser. Bon, je suis tout à fait favorable à la liberté de manifester, et j'ai toujours soutenu que la liberté de manifester doit pouvoir impliquer la liberté de manifester dans des bonnes conditions. Donc que ceux qui viennent que pour casser n'y ont pas leur place. Mais pour autant, ce n'est pas une raison pour interdire sur des simples présomptions, suspicions, les personnes de venir. Et là, on se retrouve un petit peu dans le même engrenage. Alors évidemment, on n'est pas dans la même... je ne veux pas avoir un propos trop trivial, on n'est pas dans la même dimension. Mais je pense qu'il faut quand même avoir une très juste proportionnalité, une très juste appréciation, et qu'il me semblerait plus judicieux de le mettre comme le prolongement de la peine et pas comme une nouvelle mesure. Maître Mignard a parlé tout à l'heure de la mise à l'épreuve, ça pourrait s'inscrire dans cette dynamique-là, mais alors pas comme une nouvelle mesure qui soit prise ensuite. Jean-Pierre Mignard, vous avez peut-être lu comme moi les propos d'Éric Dupond-Moretti hier dans le journal du dimanche. Le garde des Sceaux dit avoir évolué lui-même sur le sujet. Il a beaucoup dit... évolué sur beaucoup de sujets d'ailleurs. Alors pour le coup sur celui-là, il a aussi évolué. Il nous dit il ne s'agit pas d'une privation de liberté et de toute façon, ces personnes seraient surveillées par nos services de renseignement. Il nous dit en gros, de toute façon, bracelet électronique ou surveillance par les services de renseignement, c'est la même chose. Oui, il s'agit donc bien d'une mesure de police. C'est bien ce que je veux dire. Mais est-ce qu'il n'a pas raison ? Et enfin, tu as raison. Ça veut dire quoi ? À quoi ça peut servir, ce bracelet ? À savoir où va la personne, qui elle rencontre, dans quel lieu elle se rend. Et à partir de là, par l'importance d'une fréquentation, d'une mosquée radicale, par exemple, de personnes, eh bien, la seule exploitation qui peut en être faite, c'est une exploitation de police. Qu'est-ce qui peut se préparer ? Accessoirement, est-ce que l'état d'esprit de la personne condamnée a changé ? Voilà. Bien, on peut en déduire que non. La grande difficulté que l'on a avec ce type d'infraction, c'est qu'il y a des infractions qui sont liées au fait, et puis il y a l'opinion, il y a l'idéologie. C'est-à-dire que ces personnes, avec elles, ont une idéologie qui d'ailleurs les amène quelquefois à mettre leur vie en balance, et pas forcément changer d'opinion après une condamnation. C'est-à-dire qu'on sent que la condamnation est comme sur une roche lisse, et qu'elle n'adhère pas. Donc on n'est pas dans la réinsertion d'une personne ayant connu des circonstances difficiles dans sa vie, etc., à qui en effet on peut offrir, qui a un travail, qui a un soutien social, qui a un entourage ou même une affectivité dont elle a été privée. C'est très différent. Donc on est vraiment dans de la criminalité dangereuse et dans de la criminalité que j'appelle idéologique. Elle est cette fois-ci religieuse, il y en a eu d'autres, comme ça. Donc là c'est une mesure de police qui nous renseigne sur ce qu'elle fait, mais qui d'une certaine manière baisse les bras sur est-ce qu'on continue de travailler pour éviter la radicalisation, en tout cas l'atténuer. Moi, je pense que la seule solution dans une société de droit, c'est que ce soit dans le prolongement de la peine, que ce soit un juge, et que ce juge puisse être périodiquement requis, dans des proportions, dans des délais de temps qui soient raisonnables, pour dire est-ce que oui ou non cette mesure est encore utile. Dans ces conditions, on satisfait la mesure de police, mais on la sublime par autre chose. Après tout, il faut quand même admettre que un certain nombre de gens peuvent changer. Si on n'admet pas qu'un certain nombre de gens peuvent changer, alors rentrons dans des systèmes d'enfermement perpétuel. Il y a à un moment donné un pari qu'en démocratie on doit faire. Alors pas à n'importe quel prix, en pesant les risques. Mais si ça doit être dans le prolongement de la peine, il faut que ce soit prononcé par le juge qui condamne. Ah bon, on est d'accord, mais je suis complètement d'accord. Dès le départ. Mais ça, je suis complètement d'accord. Florent Vadillo, que pensez-vous de cet argument d'Éric Dupond-Moretti qui nous dit de toute façon, si c'est pas bracelet électronique, c'est les services de renseignement, en gros, c'est la même chose?
Moi, pardon, je vais peut-être être un peu technique, mais je crois qu'il faut être très clair. Il y a un risque d'effet de bord majeur dans cette mesure. D'abord parce que la surveillance administrative, qui est celle des services de renseignement, ne peut pas se cumuler avec des mesures judiciaires. C'est un critère d'exclusion qui a été posé et par la loi et par la jurisprudence de l'autorité de contrôle des services de renseignement. Donc moi, si je fais une application stricte de la législation actuelle, cette mesure de surveillance judiciaire, même si elle s'assimile à une mesure de police administrative, ne pourra pas permettre aux services de renseignement de déposer des mesures de surveillance. Donc, soit il faut changer la loi, soit il y aura un effet de bord qui sera majeur. Et donc, je crois que c'est un problème. Et je pense que cette loi est totalement superflue dans la mesure où les capacités de surveillance aux services de renseignement ne sont pas débordées, à moins que le gouvernement n'ait pas communiqué dessus, ce qui serait un problème, d'autant que je le rappelle, il y a une loi renseignement qui doit être prochainement examinée. Mais je voudrais revenir sur ce qui a été dit par Maître Mignard et M. T. Je suis extrêmement surpris parce que vous semblez tirer des conclusions extrêmement catégoriques sur une population pénale qui, pour l'instant, n'a pas encore été remise en liberté, dont vous n'avez pas ni sondé les âmes, ni sondé les reins. Vous tirez un trait catégorique sur leur capacité de réinsertion. Pardonnez-moi, mais quels sont les éléments qui vous permettent de vous prononcer ? Madame Fitoussi, vous avez eu l'amabilité de rappeler que j'ai été conseiller de Jean-Jacques Urvoas et j'étais en particulier en charge de la lutte contre la radicalisation violente et de la prise en charge au sein de la détention de ces personnalités. Qu'observe-t-on ? Un travail mené par les conseillers pénitentiaires d'insertion et probation, avec notamment de la réinsertion par l'emploi, donne des effets extrêmement performants. Je prendrai un exemple de ce qui était fait à Lille-Annelin, notamment sur la réinsertion avec la possibilité de devenir coach sportif qui était offerte à certaines personnes détenues pour des faits d'islamisme terroriste. Ça marchait très bien. La même chose pour les métiers liés aux espaces verts et à la capacité de réinsertion par le travail. Premier élément. Deuxième élément, il ne s'agit pas de manière aussi évidente que dans les années 80 d'un terrorisme idéologique. On s'apercevait qu'une partie de ces personnes, des personnes détenues, avaient des ruptures dans leur parcours de vie qui les conduisaient à la délinquance et au terrorisme. Et l'adhésion idéologique était bien moindre que les terroristes d'action directe. Donc on peut vouloir mettre dans un même sac l'ensemble des terroristes. C'est précisément pour ça que cette mesure de sûreté est faite. Ça permet d'effacer tout le travail de réinsertion qu'il est possible de mener en détention, sur lequel il n'y a absolument aucune médiatisation et surtout sur lequel on ne veut pas porter de regard parce que c'est un prurit social. Donc vous, le bracelet électronique les condamnerait pour toujours, quoi. Exactement. On s'est rendu compte, et je ne veux pas être beaucoup plus long, que lorsque la majorité précédente a supprimé les aménagements de peine pour les détenus terroristes, le travail de réinsertion en a considérablement pâti parce qu'on leur enlevait un horizon de sortie, un horizon de réinsertion. Et c'est ce que les conseillers pénitentiaires d'insertion et probation rapportaient, et c'est pour ça que je pense que nous avons commis une erreur à cette époque-là. Si vous ajoutez un élément de stigmatisation sociale que vous ne pouvez pas dissimuler, y compris derrière des vêtements amples, non seulement vous cassez cet horizon, vous les stigmatisez, mais vous les maintenez dans l'idée qu'ils appartiennent à une communauté délinquante, qui est leur milieu naturel et dans lequel ils doivent continuer d'évoluer. Je trouve que c'est extrêmement préoccupant et que ça fait fi de toute la possibilité du travail d'accompagnement. Alors, puisque vous avez été interpellé, William T, Jean-Pierre Minard, je vous laisse répondre. William T d'abord. Oui, moi je veux bien. Je serais, comme j'aimerais partager l'analyse qui vient nous être donnée, je suis plus sceptique. Je suis sceptique, encore une fois, compte tenu des motivations. Deuxièmement, les convictions idéologiques ne sont pas du tout à dissocier d'événements de vie, de fracas personnels, qui, quelquefois, d'ailleurs, vont générer des embrigadements idéologiques terribles. Non, que la société qui a été durement choquée fasse attention, prenne garde, ça me semble normal. Je dirais qu'en matière de droit commun, il y a des mises à l'épreuve. Je veux dire, donc... alors, faisons en sorte que ce soit considéré comme une mesure de probation par un juge, limitée dans le temps, et qui, en effet, dans ces conditions, prenne en charge à la fois la protection de la société et la réinsertion de la personne. Je veux dire, ça ne me semble pas normal. Anormal, dans des mises à l'épreuve en matière de droit commun, il faut aller se montrer au commissariat, il faut donner des satisfactions, il faut aussi, effectivement, montrer que l'on change. Voilà, ça c'est une certitude, ça, rien ne me semble particulièrement choquant. Ce que je ne souhaite pas, en effet, c'est que ce soit une mesure de police
administrative, disons le nom, qui dure pour 10 ans. Et ça, sur ce point, ça me semble pas bon. Oui, D'ailleurs, ça veut même dire que la société perdrait le contrôle de l'individu, en fait, pour ne le laisser qu'à quelques-uns dont ce serait le métier. William Tay. Là où monsieur a raison, c'est qu'en fait, si on prend un stock de toutes les personnes condamnées pour des faits de terrorisme, c'est-à-dire qu'il y en a qui voudront certainement ou qui essaieront de se réinsérer. Il ne faut pas les mettre tous dans le même panier, c'est là où il a raison. Après, on ne peut pas négliger qu'il y a une partie importante qui ne se réinséreront probablement jamais. Enfin, on peut supposer que dans des cas comme ça, c'est des personnes qui ont commis des crimes contre l'État français et contre le peuple français. Donc c'est quelque chose qui est similaire à peu près à des crimes de guerre comme la Première, la Seconde Guerre mondiale. Donc, dessus, il faut distinguer. Bon, là où il a également raison, c'est que c'est une mesure qui est plutôt pansement. En fait, c'est fait pour combler l'état de notre dispositif. Et que globalement, on aurait été mieux si par contre on avait développé nos moyens de renseignement et qu'on avait construit plus de places de prison et qu'on avait renforcé les peines, notamment sur certaines personnes, et aménager les peines pour d'autres. En fait, il faut établir une distinction sur les personnes que la justice est capable d'estimer capables de se réinsérer et des personnes qui, de toute façon, n'ont aucune chance de se réinsérer. Et on le sent très bien, on peut le savoir à leur état de fait, quand quelqu'un arrive et qu'il a tué une dizaine de personnes, ou ce qui s'est passé pendant le 13 novembre 2015, il n'y a aucune chance pour eux, il faut les peines les plus lourdes possibles. À ce niveau-là, il faut distinguer ces deux On va poursuivre, mais je voudrais qu'on regarde une séquence, puisque le sujet a fait l'objet d'un échange dès la première séance de questions au nouveau gouvernement au Sénat début juillet. C'est dire si cela préoccupe certains élus de la Haute Assemblée. C'est la sénatrice Union centriste Nathalie Goulet qui, la première, a interpellé Éric Dupond-Moretti dans l'hémicycle. On regarde leur échange et je vous fais réagir ensuite. Au Sénat, nous avons toujours été très attentifs au sort des prisonniers, notamment détenus pour cause de terrorisme, mais aussi des détenus radicalisés. Si nos décomptes sont exacts, plus de 150 d'entre eux sortiront de détention en 2022, auxquels s'ajoutent les 300 qui sont sortis jusqu'à maintenant. Ils sont d'ailleurs nombreux à avoir prêté allégeance à l'État islamique, cette organisation qui revendique l'application par ses membres de la taqiyya, c'est-à-dire de l'art de la dissimulation et de la fausse repentance. Statistiquement, un certain nombre d'entre eux, tout juste sortis de prison, auront la détermination, à nouveau, de frapper notre pays et nos concitoyens. Sur les chiffres, je veux y revenir un tout petit instant. Voilà ceux qui m'ont été communiqués. 508 détenus prévenus ou condamnés pour terrorisme, 550 de droit commun suivis au titre de la radicalisation. 74 d'entre eux ont bénéficié des récentes mesures de libération anticipée. Il leur restait 2 mois de prison, un peu moins de 2 mois de prison à faire. Ces mesures post-pénales sont au cœur de mes préoccupations. Dans quelques jours, nous aurons ce texte, mais voyez-vous, si ce texte a été déposé, c'est parce que précisément, il y avait des trous dans le dispositif depuis que les gens sortent et ne sont pas suivis. 12 ans sans jamais d'application du mécanisme de rétention de sûreté et de surveillance de sécurité, le suivi socio-judiciaire à peine appliqué. Donc nous avons besoin évidemment de ces mesures fortes. Nous avons aussi besoin de mesures fortes dans les prisons. 12 ans sans application du mécanisme de rétention de sûreté, nous dit Nathalie Goulet, et un suivi socio-judiciaire à peine appliqué. Elle parle de trous dans la raquette. On peut admettre que ça fasse un petit peu peur aux Français d'entendre ce discours, Jean-Philippe de Rosy. Oui, bien sûr. Mais il y a beaucoup de choses qui font peur aux Français. Et cette loi peut tout à fait faire peur aux Français aussi. Parce que, ou les rassurer. On dit toujours c'est pour les autres, mais ça peut nous concerner aussi au quotidien. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que bien sûr qu'on veut faire de la réinsertion. C'est un beau projet, mais il s'agirait de transformer ce projet en acte concret. Faisons de la réinsertion. Proposons effectivement des mesures de sûreté assorties de mesures de réinsertion. Je préférerais même qu'on fasse l'inverse, qu'on propose des mesures de réinsertion assorties de mesures de sûreté. Et cette loi, vous avez entendu la sénatrice parler de la taqiyya, de cette dissimulation dont seraient capables certains de ces prévenus, de ces détenus? Bien sûr. Pour certains, je ne dis pas que la personne qui a été condamnée pour terrorisme, elle fait un passage en prison et elle ressort comme un ange tout blanc. Bien sûr, on est tous lucides et on se doute qu'on connaît l'état des prisons, on sait ce que peut malheureusement impliquer un séjour en prison. Donc il faut en tirer aussi les conséquences. Mais à ce moment-là, c'est une réforme plus large, de plus grande ampleur. Et la réponse qui consiste à dire « oui, mais on n'a pas le temps de la faire, on la fera plus tard », au bout d'un moment, ça suffit. Il faut prendre le problème à bras-le-corps. Il y a un vrai problème de réinsertion.
il faut adopter des mesures de surveillance. Elles ont été adoptées en 2015, ça a été rappelé. La loi renseignement est une loi de police. Je pense que c'est une bonne loi qui a produit un certain nombre d'effets, des effets qui doivent peut-être être appréciés, jugés aujourd'hui, critiqués, améliorés, et c'est l'objectif de la clause de revoyure qu'a mentionné Florent Vadillo tout à l'heure. Et puis, il y a un effort aussi de réinsertion à faire. Là, on est certes toujours dans la police, mais dans la police par la peine. Parce qu'on parle beaucoup du bracelet électronique, mais il y a beaucoup d'autres mesures. L'obligation d'établir sa résidence dans un lieu déterminé, l'interdiction de voyager à l'étranger, l'obligation de se présenter périodiquement, dans la limite de 3 fois par semaine, au service de police, etc. Les fameuses autres mesures dont parlait Nicole Belloubet qui pourraient suffire. Et tout ça n'est pas exclusif l'un de l'autre. Hein. Tout cela peut être cumulé. Donc au bout d'un moment, on se retrouve véritablement, certes avec des mesures de police, mais qui se comparent totalement à une peine, qui empêche la réinsertion et qui en réalité font une deuxième peine par rapport à la première qui a été prononcée par le juge. Florent Vadillo, dans la série des propos qui font peur, je voudrais rappeler ceux de Jean-François Ricard, qui ont d'ailleurs été rappelés dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, le patron du parquet national antiterroriste. Nous avons plus qu'une inquiétude, dit-il, une vraie peur s'agissant des dizaines de personnes qui vont sortir de prison, qui sont très dangereuses et dont les convictions sont absolues. Elles constituent la menace prioritaire aujourd'hui. Comment imaginer une réinsertion possible? Et je sais que c'est votre discours, mais comment vous l'imaginez pour ces personnes-là? Mais moi, je l'imagine parce que je l'ai traité au quotidien et que j'ai rencontré ces personnes parce qu'on a mis en place des dispositifs qui ont été prolongés par Nicole Belloubet à bon escient. Et d'abord, ce que dit Monsieur Ricard, François Molins avant le disait exactement, je préciserai un point, c'est que le parquet national antiterror, par définition, c'est le procureur et qu'il ne suit pas les personnalités en détention. Donc il sait les personnes qu'il a condamnées, il ne sait pas comment elles évoluent en détention. Donc ça permet quand même de porter un jugement un peu plus modéré sur le profil des personnes qui ont été incarcérées. J'ajoute 2 points pour faire cela. Pour être très précis, il ne s'agit pas des personnes qui vont sortir en 2022, de personnes qui ont commis des crimes de sang. Il faut arrêter avec cet amalgame. C'est faux. C'est un mensonge. Les personnes dangerosité, dans le texte, Florent Vadillo. Particulière dangerosité. Oui, mais j'y viens. Les personnes qui ont été condamnées en 2015, elles ont été condamnées entre 5 et 7 ans de prison pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Et si elles ont eu moins de 10 ans de prison, puisque je rappelle que l'infraction a été criminalisée en 2015, c'était que précisément il n'y avait pas de crime de sang, qu'il n'y avait pas de dangerosité particulière et que les services de renseignement n'étaient pas parvenus à établir qu'il y avait pour la société une menace telle qu'il fallait passer les caps de 10 ans de prison. Je ne parle pas de ceux qui ont commis des crimes de sang, je vous parle de ces personnes qui sont des âmes perdues, qui se sont rattachées à des chimères et qui sont peut-être, je n'ai pas dit toutes, qui sont peut-être rattrapables. Or, on préfère mettre de l'argent dans des bracelets électroniques qui coûtent très cher, dans une surveillance administrative qui est souvent inopérante, plutôt que de mettre en œuvre le suivi socio-judiciaire qu'évoquait Mme Goulet, qui n'est pas mis en œuvre pour une raison très simple, c'est que nous n'avons jamais conféré les moyens pour mettre en place des dispositifs de suivi socio-judiciaire. Il y a eu une expérimentation qui a été lancée par Jean-Jacques Urvoas, qui s'appelait le programme RIVE, qui a été un succès en milieu ouvert, mais qui n'a pas été reconduite faute de moyens financiers. C'est ça la réalité. On préfère faire du droit pénal dur, quasiment autoritaire, plutôt que d'essayer de prendre en compte la variété, la richesse de la peine et la richesse des personnes concernées. Il y aura peut-être des âmes perdues, il y aura peut-être des gens qui seront rattrapables. Cette mesure-là ne permet pas de séparer le bon gain de l'ivraie. Et cette forme d'amalgame général sur un condamné terroriste, c'est forcément quelqu'un qui a égorgé des gens, ne permet pas de mener un débat serein. Il faut là-dessus être beaucoup plus circonspect et beaucoup plus précis dans les personnes qui sont visées. Je le répète une dernière fois, les personnes qui sortiront entre 2020 et 2022 sont des personnes... On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas quel va être le comportement d'un certain nombre de personnes. Certaines, effectivement, ne commettront rien. D'autres sont en mesure de commettre des choses terribles. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Voilà pourquoi je pense que comme personne ne ressemble à personne. Donc, vous voyez, je ne suis pas effectivement dans des stigmatisations de masse. Confions aux juges, au nom d'un principe de droit pénal absolu, qui est celui de l'individualisation des délits, des crimes et des peines, d'apprécier si une mesure comme celle-ci est utile ou si elle est inutile. Et dans ce cas-là, si les personnes dont vous me parlez, qui se sont effectivement réhabilitées en prison, ou dont en effet le chemin peut laisser penser qu'il n'y a pas lieu de les craindre, alors on ne prononce pas la mesure. Mais c'est le juge au début, le juge au milieu, le juge à la fin. Florent Vadillo. Voilà.
Eh bien, Maître Mignard, puisque visiblement la peine peut s'appliquer de manière à géométrie variable selon la personne sur laquelle elle s'applique, eh bien, considérez que des prévenus, des personnes qui ont été condamnées pour des délits fiscaux pourraient par exemple faire l'objet d'une surveillance pendant 5 à 10 ans pour le cas où ils recommenceraient les délits fiscaux. Vous voyez bien que lorsqu'on applique un principe de droit, et vous êtes avocat, je pense que vous êtes attaché au principe de droit, lorsqu'on applique un principe de droit, votre raisonnement ne tient plus. En réalité, on tord le droit pour répondre à la particularité du terrorisme et ce faisant, on s'empêche de réfléchir à la richesse des situations. Non. Un dernier mot. Non, franchement, oui, il y a une particularité du terrorisme. Oui, il y a un trouble à l'ordre public pour les personnes qui commettent des infractions fiscales. Bien sûr. Oui, il y a un trouble particulièrement grave et insupportable à l'ordre public quand il y a des dizaines de morts du fait effectivement d'attentats terroristes. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même effet. Bien sûr. Mais le En 20 problème, secondes, Jean-Philippe de en 20 secondes, le problème de cette loi et de ces mesures, c'est qu'elles sont prononcées par un autre juge au terme de la peine et qu'elles ne sont pas incluses dans la peine initiale il faut que ce prononcée soit par le juge initial. Eh bien, et que le juge initial, d'ailleurs, quand il ne les prononce pas, quand il estime, en effet, je suis d'accord avec vous, qu'il n'y a pas de raison en fonction de la personnalité de la prononcer, et il la prononce quand c'est utile. D'ailleurs, je vous signale qu'il peut la prononcer en disant ce sera moins de 10 ans, mais il y aura quand même cette mesure. Vous voyez, ça peut même être... Je sais comment on délibère. Que ce soit inclus. Je sais comment on délibère. Eh bien, il faut que ce soit... Dans ces histoires-là, il faut les juges, toujours les juges, rien que les juges. Et les textes sera débattu en séance demain. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé au grand débat d'ALPL ce soir. La suite, c'est notre grand entretien. Nous recevons ce soir Didier Fusilier, président du parc de la Villette, grand connaisseur